Le juge lui a ordonné de s'agenouiller de honte, mais il n'avait aucune idée de qui était assis au dernier rang. Le vieux palais de justice gémissait sous le poids de son histoire, tandis que ses lourdes portes de bois s'ouvraient. Les gonds, rouillés par le temps et l'inutilisation, grinçaient dans le silence du petit matin. La lumière du soleil s'y déversait comme un torrent, traçant des lignes dures et dorées à travers les vitraux brisés du plafond. Elle éclairait le sol de motifs irréguliers, projetant des formes rouges sang et bleu océan sur le marbre poli. Des grains de poussière dansaient dans la lueur, insensibles à la tension qui régnait dans l'air. Marcus Delanne, 18 ans, se tenait à l'entrée, flanqué de 2 huissiers au visage sculpté dans la pierre. Ses poignets étaient entravés devant lui, les menottes d'acier cliquetant faiblement à chaque pas. Mais il se déplaçait de lui-même, lentement mais sûrement, le dos droit, le menton droit. Il n'y avait aucune défiance visible dans sa démarche, ni soumission non plus. Seulement la résilience tranquille de quelqu'un qui avait appris depuis longtemps que le monde attend rarement que la vérité le rattrape. Son visage était indéchiffrable, non pas qu'il cachait quoi que ce soit, mais parce que ce qu'il ressentait était devenu trop profond, trop usé, pour rester en surface. Lorsque Marcus entra, les têtes se tournèrent. Les bancs bordant la salle d'audience, bondés de journalistes, de spectateurs et de civils murmurants, semblaient reprendre leur souffle. Les conversations s'essoufflaient. Même le léger bourdonnement des appareils électroniques, le claquement des touches, le frottement des bloc-notes s'étaient tus en présence du garçon dont le nom avait fait la une des journaux à travers le pays, souvent sans le moindre détail précis. Pour le tribunal, il était un symbole. Pour certains, un avertissement. Pour d'autres, un bouc émissaire. Son regard ne s'égara pas. Il ne chercha pas un visage amical dans la foule. Il avait appris à ne pas s'y attendre. La seule silhouette familière était le juge, se dressant haut sur le banc au fond de la salle, l'honorable Harold Crane, un homme dont les jugements étaient gravés dans la pierre bien avant que les preuves n'atteignent son bureau. Le vieil homme jeta un regard par-dessus ses lunettes avec un dédain si assumé qu'il en était presque routinier. Le juge Crane était un vestige d'une époque qui n'avait jamais vraiment pris fin, du moins pas dans des salles comme celle-ci. Sa réputation de sévérité des peines était légendaire, surtout lorsqu'il s'agissait d'accusés comme Marcus, jeune, noir, pauvre et accusé de défier l'autorité. Dans la salle d'audience de Crane, la culpabilité était facile à exprimer et l'innocence devait crier. Les portes de la salle d'audience grondèrent derrière Marcus, le bruit résonnant comme un dernier verrou qui se referme. Les journalistes retournèrent à leurs bloc-notes. Les caméras firent la mise au point. Et pourtant, Marcus ne dit rien. Il y a à peine 2 semaines, il se tenait dans un endroit bien différent. Sous la brume froide des lampadaires de la ville, dans une ruelle derrière une supérette, agenouillé à côté de la silhouette inconsciente de Caleb Ashford. Du sang avait coulé de la bouche du garçon, d'une lèvre fendue et d'une mâchoire brisée, tachant le trottoir craquelé sous lui. Marcus ignorait d'abord qui était ce garçon. Tout ce qu'il savait, c'est que quelqu'un avait été blessé. Il avait vu les ombres se disperser, quelques silhouettes floues disparaître dans l'obscurité quelques instants avant de tourner au coin de la rue. Il avait couru sans réfléchir, ôtant son sweat à capuche pour se protéger du sang, murmurant des mots rassurants à quelqu'un qui ne pouvait répondre. Ses mains tremblaient en travaillant. Il n'avait aucune formation médicale, mais son instinct l'avait porté. Puis, les projecteurs, rouges et bleus. Les sirènes ravalaient le silence. La police fit irruption dans la ruelle sans hésitation. Les cris commencèrent avant même que Marcus puisse lever la tête. Les armes furent dégainées. Les ordres hurlèrent dès que le premier faisceau de la lampe-torche atteignit le sang sur ses mains. Ce fut fini. Aucune question, aucun moment pour regarder le garçon qu'il essayait d'aider. Un policier le plaqua au sol, une botte entre les épaules. Un autre lui serra les poignets avec des liens si serrés que le plastique lui mordit la peau. Les mots se formaient déjà sur les lèvres de Marcus. Un seul mot, encore et encore, sa voix brisée par l'incrédulité. À l'aide, à l'aide, à l'aide.
Ils ne l'ont pas écouté. Il était suspect avant même d'avoir ouvert la bouche. Plus tard, dans la cellule du commissariat, le récit avait déjà commencé à prendre forme sans lui. Les médias présentèrent la situation comme une manifestation devenue violente. Caleb Ashford, fils unique du général 4 étoiles décoré Harlan Ashford, fut retrouvé grièvement blessé à quelques rues d'un rassemblement. Les images de Marcus accroupi à ses côtés avaient disparu. Les amis qui avaient vu ce qui s'était passé, ceux qui étaient restés en marge de la manifestation, furent rapidement discrédités. Certains furent menacés. D'autres disparurent tout simplement de la conversation, comme s'ils n'avaient jamais existé. Derrière tout cela se tenait une figure imposante à Washington, le sénateur Becket Langford. Un vieil ami de la famille Ashford, un homme qui savait manipuler les rouages du pouvoir sans laisser d'empreinte. Son influence s'étendait loin, jusque dans les bureaux des procureurs, les comités de rédaction, les caisses de campagne. Langford avait tout intérêt à protéger le nom d'Ashford, surtout avec les rumeurs qui circulaient sur le comportement irresponsable de Caleb. Un scandale était impossible, il fallait raconter une autre histoire. Et Marcus s'y prêtait parfaitement. L'accusation n'a pas perdu de temps pour monter son dossier. Ils l'ont qualifié d'agitateur, de radical, de produit d'une rhétorique enflammée en ligne. Ils ont présenté les manifestations comme des émeutes, les dépouillant de leur contexte et de leur cause. Lorsque le dossier scolaire de Marcus révélait des infractions disciplinaires mineures, principalement des disputes avec des enseignants ou la défense d'amis victimes de harcèlement, elles étaient présentées comme la preuve d'un tempérament violent. Son casier judiciaire, scellé par la loi, a mystérieusement fuité. La vidéo de l'incident, égarée. Les caméras corporelles des policiers intervenus, défectueuses. Les témoignages des voisins, déclarés irrecevables pour manque de crédibilité. Et Marcus, lorsqu'on lui a enfin accordé un moment pour parler, a choisi le silence. Il savait qu'il valait mieux ne pas tenter de se défendre dans un système déjà monté contre lui. Il se souvenait de l'expression du policier lorsqu'il lui avait enfoncé le genou dans le dos. Pas de haine, pas même de colère, juste de la procédure, de l'indifférence. Mais Marcus n'était pas tout à fait seul. À ses côtés se tenait Jasper Ward, un avocat commis d'office en fin de carrière, un homme dont la boiterie lui rappelait quotidiennement le prix de la résistance à l'injustice. Il avait encaissé des coups lors de manifestations passées. Il avait vu trop de jeunes clients disparaître en prison pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Jasper n'avait rien à gagner à défendre la cause de Marcus. Mais quelque chose dans le regard du garçon, le silence, l'immobilité, lui rappelait son propre fils, mort 10 ans plus tôt sous des soupçons similaires. Jasper avait visionné et relu les images de l'arrestation. Elles étaient courtes, granuleuses et dépourvues de son, mais chaque image racontait une histoire. Marcus ne courait pas. Il n'était pas agressif. Il essayait d'aider. Ses mains planaient sur la poitrine de Caleb, dans une posture d'attention, non de violence. Mais le plus révélateur était la bouche de Marcus qui bougeait sans cesse. Un seul mot répété, à peine formé sur des lèvres gercées. À l'aide. La simplicité de ce mot était plus profonde que n'importe quelle stratégie de défense. Ce n'était pas un garçon cherchant à s'échapper. Il avait essayé de faire ce que personne d'autre dans cette ruelle n'avait fait, agir. Pourtant, Jasper savait que ce n'était pas suffisant. Pas dans cette salle d'audience. Pas sous la direction du juge Crane. Pas avec le pouvoir d'un général et d'un sénateur travaillant de concert en coulisses. L'affaire n'avait jamais été une question de vérité. C'était une question de représentation. Sacrifier un garçon anonyme pour protéger un héritage. Mais Jasper avait passé trop d'années à naviguer dans des systèmes comme celui-ci pour abandonner si facilement. Il travaillait sans relâche, interrogeant des témoins qui refusèrent de parler, déposant des requêtes rejetées sans examen, traquant des pistes qui se sont transformées en impasses. Il a déposé une assignation à comparaître pour obtenir les images de la caméra corporelle disparue, mais celle-ci a été refusée pour des raisons de sécurité nationale. Il a tenté de contacter directement la famille Ashford et s'est heurté à une obstruction constante. Et pourtant, Marcus attendait, ni passif, ni brisé, mais attendant que quelqu'un, n'importe qui,
voit ce qui s'était réellement passé. S'être aperçu du sang sous ses ongles n'était pas dû à la violence, mais à l'effort. Voir la douleur derrière le silence n'était pas de la culpabilité, mais de l'incrédulité. Attendre que le monde réalise que, lorsqu'il avait murmuré de l'aide dans l'obscurité, ce n'était pas seulement pour Caleb, c'était aussi le cas pour lui-même. Debout devant le tribunal, l'acier au poignet et 30 ans de partialité le fixant du haut du banc, Marcus restait silencieux. Son regard ne cherchait ni le jury, ni la presse, ni les flashs des caméras. Il se dirigeait plutôt vers le fond de la salle d'audience, où des ombres se formaient près de la sortie. Quelque chose bougea là, un mouvement. Une présence qu'il ne pouvait nommer, mais qu'il sentait dans sa colonne vertébrale. Il l'ignorait encore, mais quelqu'un l'avait entendu, quelqu'un qui n'était pas censé être là, un homme en uniforme, observant et attendant. À mesure que le procès avançait, il devenait de plus en plus évident que ce ne serait pas une simple affaire juridique. Il ne s'agissait plus seulement de Marcus Delanne. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, de plus sinistre, un système tout entier s'accrochant à une version de la vérité élaborée à la hâte et maintenue par la peur, l'intimidation et le silence. L'accusation dépeignait Marcus comme un jeune homme dangereux, colérique et impulsif, peu enclin à coopérer avec l'autorité. Mais Jasper Boone, l'avocat de Marcus, n'y croyait pas. Il avait déjà vu des cas comme celui-ci trop souvent. La même formule, un accusé noir, une accusation fragile et un tribunal déterminé à la faire tenir. Pourtant, cette fois, ce qui couvait sous la surface était quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Quelque chose de pourri. Chaque fois que Jasper se levait pour interroger un témoin, la tension montait dans l'air, non seulement à la table de l'accusation, mais dans toute la salle d'audience. Les gens semblaient se pencher, retenant leur souffle, attendant de voir si cet homme au costume froissé et au regard fatigué parviendrait à faire ce que tant d'autres n'avaient pas fait, éclairer un endroit délibérément étouffé. La première fissure survint lorsqu'il fit apparaître les images de surveillance d'un parking adjacent à l'allée où l'agression présumée avait eu lieu. Pendant des semaines, ces images étaient restées indisponibles, le service informatique de la ville invoquant des fichiers corrompus et un système de sauvegarde défectueux. Mais Jasper avait demandé à plusieurs reprises l'accès à ces images, refusant de les divulguer. Puis, un matin, une enveloppe non marquée apparut sur son bureau. Pas de mots, pas d'empreinte digitale, juste une simple clé USB. Il hésita avant de la brancher, se méfiant des pièges, mais ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. La vidéo s'ouvrit sur un horodatage de la nuit en question. La ruelle était sombre, partiellement éclairée par le scintillement des lampadaires et la lueur de l'écran d'un distributeur automatique au coin de la rue. Une silhouette sombre, vêtue d'un trench coat sombre, émergea de derrière une benne à ordures. Il se déplaça rapidement, baissant la tête en traversant un passage étroit. Quelques instants plus tard, des lumières rouges et bleues inondèrent l'image, et les policiers se précipitèrent sur les lieux. Mais Marcus n'était plus là, plusieurs minutes seulement après la disparition de l'homme au trench coat. Jasper la repassa en boucle. Cela changea tout. Au tribunal, lorsque Jasper a présenté les images, l'accusation s'est empressée de les discréditer. Elle arguait qu'elles étaient truquées, invérifiables, peut-être même mises en scène. Mais Jasper ne s'est pas laissé démonter. Il a pointé du doigt les métadonnées GPS. Il a fait référence au système d'horodatage de la ville, qui correspondait parfaitement. Pourtant, au lieu de progresser, la résistance s'est accrue. Le lendemain, Reggie Holloway, un jeune homme qui avait confié à Jasper avoir enregistré une partie de l'altercation sur son téléphone, a été arrêté. Non pas pour un motif lié à l'affaire, mais pour une accusation obscure de trafic de drogue. Son avocat commis d'office a affirmé qu'il existait des preuves vidéo, mais, pressé par la pression, il n'a pas pu les produire. Reggie, autrefois coopératif et éloquent, a soudainement refusé de témoigner. Son regard, lorsqu'il a croisé celui de Jasper dans le couloir, était empli de peur. C'est alors qu'est arrivé Darnell Mitchell, concierge dans une école primaire locale,
qui avait vu les conséquences de l'incident en sortant les poubelles tard ce soir-là. Darnell était prêt à parler, racontant même à Jasper comment il avait vu les policiers se disputer avant d'arrêter Marcus. Mais 2 jours après avoir accepté de témoigner, Darnell a perdu son emploi, puis son appartement. 72 heures plus tard, il était parti. Pas d'adresse de réexpédition, aucun moyen de le joindre. Juste une boîte vocale vide et un numéro sans réponse. Jasper commença à remarquer des détails. Un homme assis dans une voiture garée en face de son bureau pendant des heures. Un étrange cliquetis dans ses appels téléphoniques. Puis, les menaces arrivèrent. D'abord un SMS anonyme. « Vous vous trompez de tombe ». Puis une brique dans la vitre de sa voiture, enveloppée dans du papier journal et barrée d'un gros marqueur rouge « Laissez tomber ». Et enfin, un avertissement griffonné à la bombe de peinture noire sur la porte de son bureau. « Assez ». Il ne broncha pas. Il avait déjà vu des menaces, peut-être pas tout à fait comme celle-ci. Quelque chose en elle semblait calculer, non pas la rage de fanatiques, mais le message précis de personnes influentes. Jasper travaillait plus tard, marchait plus vite, vérifiait par-dessus son épaule plus qu'il ne l'aurait souhaité. Pourtant, il se présentait au tribunal chaque matin, mallette à la main, la mâchoire serrée, le regard perçant. Marcus, quant à lui, resta silencieux pendant la majeure partie de la procédure. Non pas par culpabilité, mais par épuisement. Le monde avait déjà pris sa décision à son sujet avant même qu'il puisse dire un mot. Dans la salle d'audience, il était assis droit mais distant, comme flottant en marge de sa propre vie. Lorsqu'on lui posait des questions, il répondait avec simplicité et respect. Jasper admirait sa retenue, surtout sous le poids d'accusations qui auraient brisé des hommes moins doués. Mais Jasper voyait aussi ce que le tribunal refusait de reconnaître. Les ecchymoses sur les poignets de Marcus, là où les menottes étaient trop serrées, le regard hanté qu'il lançait aux huissiers, comme s'il se préparait toujours au pire. Puis vint le matin, qui sembla différent dès le début. La pluie claquait sans cesse sur les vitres, projetant des traînées grises sur le sol de la salle d'audience. L'air était lourd, tendu. La galerie était bondée, tous les sièges étaient occupés. Les journalistes alignés le long du mur du fond, carnets et enregistreurs à la main. Des murmures flottaient dans la salle comme de la fumée. Le juge, Harold Crane, était déjà de mauvaise humeur. Jasper venait de terminer une autre série de questions qui laissaient entendre, sans le dire explicitement, que les policiers qui avaient procédé à l'arrestation avaient peut-être falsifié des parties de leur rapport. Crane avait soutenu toutes les objections de l'accusation, son marteau claquant comme le tonnerre. Mais lorsque Marcus refusa de s'excuser lors d'une déposition ordonnée par le tribunal, tout changea. La voix de Crane résonna dans la salle tandis qu'il ordonnait à Marcus de se lever. « Puisque vous refusez d'assumer vos responsabilités, » aboya le juge en le fusillant du regard depuis son banc, « je vous ordonne de vous agenouiller honteusement devant ce tribunal et ses citoyens. » Un hoquet parcourut la galerie. L'assistance se figèrent. Jasper se leva d'un bond, sa protestation déjà en gestation, mais il était trop tard. Les huissiers se rapprochaient, chacun saisissant Marcus par les bras. Il résista instinctivement, non par défi, mais par incrédulité. Puis, lentement, il se laissa mettre à genoux. Clic, clic, clic. Le bruit des obturateurs résonna comme des coups de feu. Les téléphones s'allumèrent. Certains dans l'assistance restèrent horrifiés. D'autres chuchotèrent, d'autres encore sourirent. Marcus fixait le sol, la mâchoire serrée, les poings tremblants. Jasper resta paralysé, le cœur battant à tout rompre, hésitant entre crier et pleurer. Et puis, un mouvement. Du dernier rang, un homme de grande taille se leva. Son uniforme de la marine illuminait la salle d'audience, le blanc immaculé et le bleu marine dessinant des plis prononcés sur sa poitrine. Des mèches argentées dans sa barbe, une rangée de médailles étincelant sur son cœur et une aura qui réduisait la salle au silence. Il resta silencieux au début. Il s'avança simplement.
le rythme régulier de ses bottes sur le sol tel un battement de tambour. Le juge Crane plissa les yeux, agacé. « Et qui êtes-vous, monsieur » La voix de l'homme était calme mais résolue, tranchant le silence comme une lame. Il se présenta, sans crier, sans ostentation, mais avec la certitude d'un homme qui savait exactement ce qu'il portait. Commandant Ézéchiel Ashford, oncle de Caleb Ashford, le jeune homme à l'hôpital, la victime présumée. Il allait à nouveau, mais personne n'ose parler. Il continua, révélant qu'il y a 2 semaines, on lui avait envoyé des images d'un système de sécurité non relié à la surveillance de la ville, un système privé installé par un locataire qui habitait au-dessus de la ruelle, dont la caméra capturait tout sous un angle différent. Le commandant Ashford les avait visionnés, rediffusés, analysé chaque image. On y voyait Caleb attaqué, certes, mais pas par Marcus. L'agresseur avait la même carrure que l'homme en trench coat sur les images du parking. Même démarche, même chapeau. Le commandant Ashford remarqua même une légère boiterie à la jambe gauche de l'homme, une caractéristique absente chez Marcus. Il regarda le juge Crane droit dans les yeux en parlant, d'une voix ferme. Il était d'abord resté silencieux, tiraillé entre la loyauté envers sa famille et la vérité. Mais en voyant Marcus s'agenouiller, honteux devant le monde pour un crime qu'il n'avait pas commis, il comprit que son silence n'était plus une option. À cet instant, tous les regards se tournèrent vers Marcus, toujours à genoux, essoufflé, le regard fixé au sol. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture maintenant. Un changement, une lueur d'espoir transperçant le poids de l'injustice. Et quelque part, enfoui sous la honte, une braise de dignité se ralluma. La salle d'audience resta immobile. Personne ne bougea. Personne ne parla. Le silence planait, lourd et sacré. Une vérité irréparable avait été dite. Et même si le système s'efforçait encore de l'enterrer, pour la première fois depuis des semaines, Jasper sentit le vent tourner légèrement en sa faveur. Flashback, 2 semaines plus tôt. La nuit était humide, l'air lourd de silence tandis qu'Ézéchiel Ashford se frayait un chemin derrière la caserne, passant devant les faibles lumières de sécurité et le bruissement des arbustes. Chacun de ses pas soulevait le gravier sous ses bottes, mais son esprit était plus bruyant, saturé de malaise et de suspicion. Il avait reçu l'appel sans contexte, juste une voix basse à l'autre bout du fil lui demandant de venir seul. Lorsqu'il tourna au coin de l'aile médicale, une ombre se détacha du mur. C'était le jeune médecin junior, à peine 20 ans, dont les yeux brillaient d'un mélange de culpabilité et de peur. Il regarda nerveusement autour de lui, comme si les arbres avaient des oreilles. Il serrait une petite clé USB dans une main, comme si elle lui brûlait la peau. Sa voix tremblait. Il ne devrait pas faire ça, mais il n'arrivait pas à dormir, pas après ce qu'il avait vu. Il avait été le colocataire de Caleb pendant des mois et savait quel genre d'homme il était. Imparfait, impulsif, mais ne méritant pas un récit inventé de toutes pièces qui le dépeindrait comme un saint ou une victime. La vérité n'était pas claire, mais elle comptait. Il tendit la clé et recula comme un homme abandonnant quelque chose de radioactif. Ézéchiel la prit à 2 mains, fixant l'éclat métallique de sa paume. Le médecin ne s'attarda pas. Il disparut aussi vite qu'il était venu, laissant Ézéchiel seul dans l'ombre, avec un choix et un fardeau. Dans ces quartiers, Ézéchiel inséra la clé dans son ordinateur portable sécurisé. Ce qui se déroulait à l'écran lui retourna l'estomac. C'étaient des images de caméras corporelles, horodatées et brutes. L'angle de vue était erratique, saccadé, visiblement inédit. On y voyait Caleb et le lieutenant Tobias Greer en train de boire à la périphérie d'un quartier d'entrepôt, juste à côté de la base. Il y eut des rires, de ceux qui tournent vite au vinaigre. Caleb, bafouillant, se dirigea en titubant vers un homme qui fouillait dans les poubelles derrière une supérette. Il l'insulta. Une bouteille vola. Le sans-abri tressaillit. Une autre bouteille suivit. Greer resta silencieux au début, se contentant de regarder, puis la situation dégénéra. La vidéo montrait Caleb bousculant l'homme. Greer s'interposa pour tenter de le retenir.
Puis la bagarre éclata. C'était rapide. Caleb bouscula Grillet. Grillet, ivre et exaspéré, s'en prit, d'abord d'une gifle, puis d'un coup de poing. Caleb trébucha, tomba contre une benne à ordures. Un autre coup atterrit, plus fort cette fois, et Caleb s'effondra. La vidéo s'est coupée brièvement, avec des bugs, des parasites, et lorsqu'elle a repris, Grillet avait disparu. Le sans-abri avait disparu. Puis Marcus est arrivé, courant, affolé, ses mains pressées contre la poitrine de Caleb, tentant d'arrêter le saignement. Il a appelé les secours. Il est resté sur place jusqu'à l'arrivée des sirènes. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, toute la nation croyait que Marcus était responsable des blessures. Ézéchiel regarda les images encore et encore, la mâchoire serrée, les poings serrés. Il essaya toutes les voies officielles possibles. Il contacta les affaires internes. Il s'adressa au commandant de la base. Mais les portes se fermèrent plus vite qu'il ne put frapper. Les appels restèrent sans réponse. Les messages disparurent. Puis vint le coup de grâce. Une convocation du général Ashford en personne. Son frère aîné, le patriarche de la famille. Ils se rencontrèrent dans un bureau trop immaculé pour respirer. Des médailles encadrées s'alignèrent sur les murs. La voix du général était basse, lourde de sous-entendus. « Ne nous déshonorez pas. » Le message était clair. « Protégez le nom d'Ashford. Laissez le garçon porter le chapeau. » Ce ne serait pas la première fois qu'un civil était sacrifié pour préserver la réputation de militaire. Caleb avait des relations influentes. Grillet aussi. Mais Marcus, il était remplaçable. Un jeune homme discret, sans soutien, sans voix, sans nom digne d'être défendu. Ézéchiel quitta la réunion le cœur lourd. Il avait perdu un fils en Afghanistan. Il avait enterré un garçon qui n'avait jamais pu devenir un homme. Il voyait maintenant Marcus, jeune, effrayé et innocent, sur le point d'être offert sur l'autel du silence et de la corruption. Ce soir-là, Ézéchiel était assis seul dans sa voiture, moteur éteint, les yeux fixés sur le palais de justice de l'autre côté de la ville. Quelque chose en lui avait basculé. Un point de rupture. Il ne pouvait plus servir une institution qui exigeait la loyauté envers le mensonge. De retour dans la salle d'audience, l'écho de sa déclaration flottait dans l'air comme la fumée après une détonation. Le jury murmurait, les épaules s'inclinaient, les yeux allaient du juge au commandant. L'accusation se démenait en temps réel, triant des papiers, murmurant dans ses téléphones. Le juge Crane hésita, juste assez longtemps pour révéler qu'il ne s'attendait pas à cette perturbation. Les images étaient réelles, et les médias s'en nourrissaient déjà. Une sténographe au deuxième rang se mit à taper furieusement, ses doigts tapant comme un tambour de guerre contre le silence. L'accusation demanda une suspension d'audience. Ils invoquèrent des vices de procédure, l'irrecevabilité, des problèmes de chaîne de possession. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pas encore. L'opinion publique observait déjà. Jasper rencontra Ézéchiel dans le couloir. L'avocat était adossé au mur de marbre, trempé de sueur. Le souffle court mais régulier. Il murmura. « Ils allaient tenter de l'enterrer à nouveau. » Ézéchiel ne broncha pas. Il leur faudrait approfondir. Les heures qui suivirent s'écoulèrent à une vitesse fulgurante. Une requête d'urgence fut déposée pour que les images soient admises au dossier. Le jargon juridique emplissait l'air comme des fumigènes. Pendant que le tribunal siégeait en chambre du conseil, Jasper contacta Malcolm Rees, un nom dont on parlait dans les cercles discrets. Ancien enquêteur du ministère de la Justice, Malcolm avait coupé tous les ponts en dénonçant la corruption interne liée à la surveillance de sénateurs et de juges clés. Il était entré dans la clandestinité, ne réapparaissant que pour divulguer des rapports accablants à des journalistes de surveillance. Malcolm répondit à la troisième sonnerie. Il se souvint de Jasper, se souvint de l'affaire. Il dit qu'il traquait le sénateur Langford depuis des années, bien avant le début de ce procès. Le bureau de Langford avait supprimé d'innombrables flux de surveillance, soudoyé des juges de première instance et menacé les lanceurs d'alerte de chantage et de ruine.
Malcolm avait désormais ce dont il avait besoin. Des notes internes, des chaînes de courriel et des témoignages d'anciens employés ayant fait défection. Un nom revenait sans cesse. Tobias Grier. Pas seulement un policier incompétent, mais un pion dans un jeu bien plus vaste. Alors que Jasper et Ézéchiel examinaient les dossiers dans un café voisin, l'ampleur du complot devint terriblement claire. Langford avait orchestré des retards dans la présentation des preuves. Il avait négocié des accords pour que Reggie, le témoin clé, soit arrêté avant sa comparution devant le tribunal. Darnell, le concierge, avait reçu des dépôts d'argent anonymes avant d'être expulsé par un propriétaire lié au donateur de la campagne de Langford. Chaque pièce du puzzle confirmait ce que Jasper craignait. Le procès n'était pas une question de justice. Il s'agissait de préserver un bâtiment. À la reprise des audiences, quelque chose avait changé dans l'atmosphère. L'illusion de contrôle avait disparu. Le marteau du juge craint résonna comme une supplication plutôt qu'un ordre. Le jury avait changé d'expression, plus alerte, plus sceptique. Les caméras captaient chaque regard, chaque frémissement. Les documents de Malcolm furent remis sous scellés, en attente d'authentification. Mais le simple fait de les remettre fit des vagues dans la salle d'A. L'accusation commença à trébucher. Les objections affluèrent plus vite, mais avec moins de précision. Le procureur adjoint, autrefois sûr de lui, évitait désormais le regard de Jasper. Grier, qui n'avait pas encore été appelé à témoigner, était introuvable. Une assignation à comparaître fut émise sur le champ. Pendant ce temps, le sénateur Langford publiait une brève déclaration niant toutes les allégations et condamnant les théories du complot irresponsable. Cela ne fit qu'attiser le feu. Devant le palais de justice, des manifestants commencèrent à se rassembler. Certains brandissèrent des pancartes au nom de Marcus. D'autres portaient des uniformes. Des vétérans qui avaient entendu le témoignage d'Ézéchiel et perçu quelque chose de familier dans son attitude de défi. Des quarts de reportage étaient garés sur deux voies. Les journalistes se bousculaient pour trouver leur place. L'affaire avait évolué. Marcus n'était plus le seul à être jugé. C'étaient tous ceux qui avaient été laissés faire. Tous ceux qui avaient gardé le silence. Jasper se tenait à la table de la défense, scrutant le jury du regard. Ézéchiel restait derrière lui, une sentinelle silencieuse. Les images seraient bientôt diffusées. Les preuves parleraient. Mais la bataille était loin d'être terminée. Il savait que les hommes de Langford riposteraient plus durement cette fois. Ils avaient trop à perdre. Pourtant, quelque chose semblait différent. Comme si le vent avait tourné. Pour la première fois, Jasper sentit que la peur n'était pas seulement de leur côté. Elle avait traversé l'allée, elle s'était infiltrée dans la voie de l'accusation. Elle s'était enroulée autour des lèvres du juge craint. La salle d'audience était devenue un champ de bataille. Et pour une fois, il n'était pas seul au combat. L'audience finale sombra dans un chaos à peine contenu. Bien avant que le marteau ne frappe le bois, les marches du palais de justice débordaient de monde, certains brandissant des pancartes, d'autres des micros, d'autres encore avec des yeux qui avaient trop vu d'histoires comme celle-ci. À l'intérieur, l'air était lourd de tension et de chaleur, les corps serrés les uns contre les autres, les journalistes de tous les grands médias se tenant contre les murs, coincés dans les coins ou en équilibre derrière des balustrades en bois, destinées à une affaire beaucoup plus calme. Le brouhaha des spéculations murmurées ne s'éteignit jamais complètement. Et même les greffiers agissaient avec une urgence inhabituelle dans les procédures fédérales. Au centre de tout cela, Marcus était assis, immobile, raide mais serein. Il portait sa veste d'uniforme, froissée, usée, mais toujours impeccable. Ce n'était pas une déclaration de loyauté, c'était une insistance discrète sur le fait que son nom, sa vie, avaient encore de la valeur. Ézéchiel était assis derrière lui, les épaules larges et droites, immobile comme une statue. Jasper, leur tournant le dos, revoyait ses notes avec un calme glacial presque chirurgical. De l'autre côté de l'allée, les procureurs triaient des papiers d'une main tremblante,
leurs voix polies s'effilant à présent. Et dans la galerie, assis tel un général inspectant le terrain, se trouvait le sénateur Langford en personne. Il était venu sans un mot à la presse, vêtu d'un costume gris sur mesure et l'expression d'un homme qui croyait encore en sa victoire. De chaque côté de lui se tenaient 2 hommes en uniforme, officiellement des agents de sécurité, mais officieusement des sentinelles. Même de loin, il y avait quelque chose dans le regard de Langford qui mettait quiconque au défi de le défier. Il ne ressemblait pas à un homme en procès, mais à quelqu'un qui contrôlait l'issue des procès. Le juge Crane entra sous un mélange de flash et de murmures. Sa robe semblait plus lourde que les jours précédents. Sa voix, lorsqu'il rappela la cour à l'ordre, manquait de mordant. Il jeta un coup d'œil vers Langford, trop rapide, puis revint au dossier, faisant peut-être comme si le poids sur ses épaules n'augmentait pas de seconde en seconde. La rumeur avait déjà filtré qu'il était sous contrôle judiciaire. La commission avait commencé à passer des appels. Il n'était plus la figure inébranlable qu'il croyait être. Lorsque Jasper se leva enfin, la salle se retira comme la poussière après une tempête. Point de théâtralité, pas d'élévation de la voix, pas de grands gestes. Son approche était délibérée, chaque mot choisi avec le soin d'un chirurgien coupant à ras de terre. Il ne faisait pas appel à l'émotion. Il refusait de dépeindre Marcus comme une victime. Au lieu de cela, il présentait le système comme l'agresseur, une machine qui engloutissait des gens comme Marcus tout cru avant même qu'ils aient eu la chance de parler. Jasper a décrit le silence non pas comme une passivité, mais comme une arme, achetée, imposée et renforcée au plus haut niveau du pouvoir. Il a évoqué les images occultées, les témoins réduits au silence, le pacte tacite, il n'a pas demandé la clémence au jury. Il leur a demandé de se rappeler ce que la justice était censée signifier. Il leur a rappelé qu'aucune médaille, aucun titre officiel, aucune gymnastique juridique ne devrait jamais placer un homme au-dessus de la vérité. Puis il a reculé, laissant derrière lui un silence si dur qu'il en était douloureux. Le juge a hoché la tête. La cour s'est tournée vers Ézéchiel. Il s'est dirigé vers la barre des témoins comme un homme portant des décennies de poids dans l'échine. Le serment avait été prêté, mais il semblait superflu. Il avait déjà juré allégeance à la vérité, à ce qui était juste, même si cela impliquait de trahir le sang. Il s'est assis et leur a tout raconté, la nuit où il a reçu la vidéo, les menaces qui ont suivi, les portes closes, les courriels ignorés, les avertissements voilés, la façon dont son propre frère, le général Ashford, l'avait supplié de laisser tomber, pour protéger le nom de la famille, pour protéger le pouvoir. Mais Ézéchiel n'a pas bronché. Il a dit au jury qu'il avait autrefois cru que le silence était noble, que garder le secret protégeait l'honneur. Cette loyauté impliquait de ravaler sa souffrance et de se taire. Mais enterrer la vérité, disait-il, ne préserve pas la dignité. Cela la pourrit de l'intérieur. Sa voix ne s'est jamais brisée, mais plus d'un juré a détourné le regard, clignant rapidement des yeux. Son témoignage n'a pas seulement mis à mal le dossier de l'accusation, il l'a réduit en cendres. Et puis, le coup de grâce. Du fond de la salle d'audience, un homme discret en costume gris anthracite s'est approché du banc. L'huissier a remis au juge un dossier contenant un fichier audio. Le juge a hésité, puis a autorisé la défense à poursuivre. Malcolm Rees s'est avancé. Aucune annonce, aucun préambule, juste une clé USB et une brève explication. Le fichier, a-t-il expliqué, provenait d'un serveur privé autrefois utilisé par l'équipe de campagne et connecté au bureau du sénateur Langford. Il avait été authentifié. Il n'y avait eu aucune falsification. Le juge a autorisé la lecture de l'audio. Au début, il n'y avait que des parasites. Puis une voix, aiguë, saccadée, indubitable, résonna dans les haut-parleurs. La voix de Langford. On ne peut pas laisser ces images refaire surface. Dites à Dawson de couper le lecteur. Si elles réapparaissent, on accuse la chaîne de possession. Si Rees insiste, on le discrédite. Utilisez les contacts du ministère de la Justice. Enterrez ça. Enterrez ça maintenant. La salle d'audience tomba dans un silence de stupeur. Chaque respiration semblait retenue.
tous les regards se tournèrent vers Langford. Son expression restait neutre, mais la crispation autour de sa bouche trahissait autre chose. Quelque chose qui se dénouait. Au fond de la salle, un marshal américain, jusque-là debout, les mains derrière le dos, s'avança. Il se déplaçait silencieusement, posément, se faufilant à travers la foule assise. Il se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de Langford. Le sénateur resta immobile au début. Puis, lentement, comme s'il réalisait que quelque chose avait finalement basculé hors de son contrôle, il se releva. Le marshal lui prit doucement les poignets. Les menottes s'enclenchèrent. Le son résonna comme un verdict final. Langford sortit de la salle d'audience sans un mot. Des caméras le poursuivirent dans le hall. Certains jurés détournèrent le regard. D'autres observèrent chaque pas, comme pour confirmer la réalité. Plus tard dans la semaine, le juge Crane fut dessaisi de l'affaire dans l'attente d'une enquête approfondie du comité d'éthique judiciaire. Son nom, autrefois synonyme d'autorité, partageait désormais les colonnes avec des mots comme corruption, collusion et compromission. Marcus fut acquitté. Marcus resta immobile sous la large arche de marbre. Pendant un long moment, il resta silencieux. Il leva simplement les yeux. Les nuages au-dessus de lui se déplaçaient lentement, lourds de la promesse d'une nouvelle tempête, mais pour l'instant, le vent était calme. Il n'avait pas souri, pas encore, mais quelque chose dans sa posture s'adoucit. Il murmura qu'il n'avait pas pensé y arriver, que quelque part entre les menottes, la cellule froide et le silence qui avait suivi, il s'était imaginé disparaître, oublié, consumé par quelque chose de plus grand que la justice, qu'il ne serait qu'un titre de plus, puis une note de bas de page. Jasper, debout à ses côtés, ne dit pas grand-chose non plus, juste un léger sourire, celui qui reconnaissait tout sans avoir besoin de l'expliquer. Marcus n'y était pas parvenu seul, et pour la première fois, Marcus y croyait,